Donc, Pascal, Luneau, bientôt 65 ans, très heureux de les avoir, 2 enfants. J'ai été marié, j'ai divorcé, beaucoup voyagé. Et il y a très longtemps, donc, j'en avais 26, 27, 26 ans, je devais faire un film qui ne s'est pas fait. Et pour aller très vite, je faisais le casting du film dans une salle de théâtre à Paris qu'on m'avait prêté. Et les comédiens que j'avais choisis, quand ils ont su qu'on ne pouvait pas faire le film, m'ont appelé en me disant Pascal, je me souviens, c'est Laurent Lucas, comédien Laurent Lucas, qui n'était pas connu à l'époque, qui était tout jeune, et qui m'a appelé, qui m'a dit Pascal, bon, quel film se fait pas, d'accord, mais est-ce que tu veux bien nous donner des cours? Donc je dis, quand ça, je suis réalisateur, je suis pas prof. Il me dit non, mais comment tu nous as fait faire le casting? C'était super, c'est incroyable, mais on aimerait bien bosser avec toi. Bon, puis le film se faisait pas, et la jeune femme avec qui je vivais à l'époque m'a dit écoute, sois pas idiot, le film se fait pas, il y a une quinzaine de personnes qui veulent bosser avec toi, vas-y, bosse, puis tu verras bien, quoi. On a commencé. On était en 88, il y en a qui n'étaient pas nés dans la salle. Et, et voilà. Et à l'époque, je m'intéressais beaucoup aux jeunes réalisateurs parce que j'estimais que les comédiens n'existaient pas s'il n'y a pas de réalisateur. Je fais évidemment une caricature. Mais dans le cinéma, il faut plusieurs personnes à plusieurs places. On est tous complémentaires. Et quand on est comédien, on a besoin d'un scénariste, on a besoin d'un chef-op, on a besoin de, ouais, comme il le disait tout à l'heure, un régisseur général, on a besoin de stagiaires, on a besoin de plein de gens. C'est vraiment une notion de famille, de création avec des postes très complémentaires. Et bon, on s'est mis à bosser ensemble et j'ai dit tiens, les comédiens que je fais travailler, vous allez rencontrer des jeunes réals, allez-y, allez les voir dans les festivals. Comme celui-là, allez dire bonjour et invitez-les à nous rejoindre dans l'atelier que j'avais monté à l'époque qui s'appelait le Studio Pygmalion. Et parmi les gens, il y avait un tout jeune réalisateur qui m'a dit « Oh Pascal, j'ai parlé de toi à un monsieur, il voudrait te rencontrer parce qu'il va faire son prochain film avec Anne Parillo et il s'appelle Luc Besson. » J'ai dit « Bon ». Et ça faisait 3 mois que je faisais le coach. J'ai rencontré Besson et on a attaqué Nikita et à partir de là... Nous sommes donc 36 ans plus tard. Et depuis, j'ai fait bosser plein de comédiennes et de comédiens non connus, d'autres très connus, mais qui ne sont pas nécessairement de meilleures comédiennes ou de meilleurs comédiens que ceux qu'on a vus cet après-midi. D'accord. Non, mais il faut dire les choses clairement. Oui, mais j'entends bien. À quel moment tu interviens? C'est-à-dire, à quel moment tu vas... est-ce que tu vas être son collaborateur? Est-ce que tu vas être juste la personne qui l'écoute et qui le dirige? Est-ce que le comédien lui-même, il sait, entre guillemets, ce qu'il doit faire? Il y a 2 types de coachs. Il y a les coachs qui interviennent sur le scénario, réellement, sur la façon dont le comédien va jouer telle ou telle séquence. Et puis, un autre type de coach, c'est moi. Je ne vais... Pour ainsi dire, en 36 ans, je ne suis allé que 2 fois ou 3 fois sur un plateau. À chaque fois, on me dit « Mais tu veux pas venir sur le plateau ?» Je dis « Mais c'est pas à ma place. » Moi, je suis comme une sage-femme. Il y a la femme, elle est enceinte. On va dire que c'est comme le comédien qui est avec le personnage et l'intérieur. C'est une expression qu'on utilise dans le métier. On dit la comédienne ou le comédien va accoucher de son personnage. Et ben, le réalisateur, c'est le médecin, c'est l'obstétricien, le gynécologue. Et moi, je suis juste la sage-femme qui fait la préparation avant. Si j'ai bien fait mon boulot, j'ai pas besoin d'être à l'accouchement. C'est pas mon travail. Donc souvent, les réals, ils ont peur des coachs, ce que je comprends, parce qu'ils disent il va se mêler de ce qu'il faut pas. Mais il faut savoir qu'un réalisateur, il a une direction d'acteur. C'est-à-dire que sur le plateau... Pour moi, oui. Oui, c'est lui qui dirige les comédiens. Bien sûr. C'est lui qui dit aux comédiens, tu fais ci, tu fais ça, et tu le fais comme ci ou tu le fais comme ça. Mon travail, c'est d'aider... Tu vois, là, on vient de finir le coaching sur le film de Diane Curis qui sortira l'année prochaine avec Marina Foïs. Donc un biopic de... Sur le film de Diane Curis. Ouais. Et c'est la vie de Simone Signoret, et Simone Signoret et Yves Montand. D'accord. Et
une partie du travail avec Marina Foïs, c'était comment Marina accepte d'incarner certains traits de caractère de quelqu'un qui a déjà existé. C'est pas uniquement jouer la comédie. Comment t'assumes... Pas dans une fiction. Hein. Mais oui, c'est sur La Môme, c'était la grande phrase de Marion Cotillard. Elle disait, elle était aussi vachement tyrannique, Piaf. Et je dis alors, bon, c'est pas moi. C'est Marion quand on me connaît un petit peu en intime, si quand même. Il y a un côté un peu tyrannique quand même de temps en temps. Elle me dit, tu crois? Je dis, mais je suis sûr. Bien sûr. Alors justement, tu parlais de Marion Cotillard dans La Môme. Moi, j'étais impressionné par sa prestation dans le film. Comment tu fais pour faire en sorte que Marion Cotillard, qui est Marion Cotillard telle qu'elle est, arrive à rentrer dans le personnage de Piaf, qui est toute biscornique, toute tordue? C'est le contraire. Ah d'accord. En fait, dans l'enseignement, c'est pas une grosse révélation que je fais là. Dans l'enseignement classique, tiens, lève-toi, mets-toi là-bas. Je vais vous faire une image. Je suis au volant d'une voiture. La voiture, c'est mon corps. D'accord? Je suis comédien, je suis au volant de ma voiture, je suis au volant de mon corps. Et on me dit, tiens, regarde, ton personnage, il est là. Et le personnage, il est au bord de la route en train de faire du stop. L'enseignement classique, je m'arrête, j'ouvre la portière, asseyez-vous. Il s'assied. Et là, je vais passer mon temps à le regarder et m'imaginer comment il conduirait ma voiture. Ce que moi, j'ai travaillé avec Marion, c'est lui dire, ok, on oublie ça. Tu la vois, elle est là-bas? Ouais. Tu te lèves, tu ouvres la portière, tu sors. Je vous en prie, installez-vous. Hop là. Je lui donne le volant, je me pose là. Si jamais elle va trop loin, je vais mettre un coup de frein à main, c'est pas grave. Tout va bien. C'est-à-dire que je lui laisse la place. C'est comme si je décidais que le personnage va utiliser mon corps. Et non pas comme si j'allais essayer d'imiter le personnage. Et pour ça, il faut que je maîtrise bien mon corps, que je maîtrise bien mes émotions, que je n'ai pas de censure avec mes émotions, mais que je contrôle parfaitement ce qui se passe. C'est ça le vrai boulot de l'acteur. Je dis ça aussi pour les jeunes, pour tes jeunes comédiens. Là. Oui, pour ceux qui ont dit, moi je vais être comédien ouais. plus tard. Il s'agit de connaître son corps parce que c'est l'instrument. Moi, je peux vous le refaire. Comme je le disais tout à l'heure, je suis énervé, je suis au bord des larmes, ça ne me coûte rien. Je m'arrête en 3 secondes et je peux le refaire tout de suite et je m'en fous. On m'a posé la question une fois, on m'a dit, mais tu sais pourquoi tu es coach? Et j'ai dit, en fait, j'avais 10 ans. Donc j'avais l'âge de Malcolm, de Marlon. J'avais le même âge que toi et j'étais aux toilettes. J'avais 10 ans avec la porte qui était comme ça. J'avais mon pantalon sur les genoux, tu vois, genre comme ça. Et j'étais petit et je m'étais dit, quand je serai grand, on me demandera mon avis. Je fais quoi comme boulot maintenant? Je suis coach. Tu vois? Excellent. Qu'est-ce que tu proposes et qu'est-ce que tu leur proposes de choses qui pourraient être différentes de ce qui est proposé ailleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est Pascal Leuneau? Est-ce qu'il y a une manière de travailler à la Pascal Leuneau? Est-ce qu'il a fait Pygmalion derrière? Ou est-ce qu'il y a des choses, est-ce que ta formation a évolué petit à petit? Ou est-ce qu'elle continue d'évoluer? En fait, la chose la plus importante, c'est quand on m'a demandé c'est quoi votre méthode. Par exemple, quand je vais attaquer sur un film, souvent on me dit alors vous allez leur faire quoi? Mais j'en sais rien, moi. Comme ça, vous savez pas, vous savez bien une méthode. Mais non. J'ai des outils de travail, mais j'ai pas de méthode. C'est pas à moi d'arriver en disant aux gens, j'ai 35 ans de métier, c'est à vous de vous adapter à ma méthode de 35 années. Ça veut dire sinon qu'ils vont faire un film dans 6 mois, qui sera vu dans 1 an et demi, à partir d'une méthode qui date de 35 ans, je vais faire travailler les gens à partir de mon passé, au lieu de m'adapter à ce qui va se faire demain. C'est aberrant. Donc mon boulot, c'est pas d'adapter une méthode, c'est de m'adapter aux gens, c'est d'être à l'écoute des gens et de dire voilà comment on peut travailler ensemble. Et il y a pour ça un certain nombre de thèmes qui sont assez pratiques. Le rapport à la confiance en soi et l'estime de soi, chez les comédiens, c'est énorme. Le deuxième que j'aime beaucoup, que je vais faire la semaine prochaine, je démarre lundi, c'est un stage sur la contradiction. Je me suis aperçu que c'est un outil de travail génial pour les acteurs, de supposer
qu'en fait, au moment où on a une émotion vraiment importante, on est en contradiction. Cet état-là, on peut l'utiliser. Alors, j'ai fait travailler des gens sur le mélange de tendresse et de violence, par exemple. Ces deux choses sont parfaitement contradictoires et pourtant, pour une comédienne ou un comédien, à vivre, ça donne des trucs. Je me souviens d'un comédien à qui j'ai dit, voilà, au bout de la pièce, là-bas, au bout de à l'autre bout de la salle, toi, tu es architecte, tu es parti à la cuisine prendre un verre d'eau, ça fait 3 mois que tu bosses sur des plans d'architecture très compliqués, c'est long, ça a coûté une fortune à faire, tout ça. Et à l'autre bout là-bas, il y a ton gamin, il a 4 ans, et il arrive avec un feutre et tes plans, et il fait bisous papa, comme ça. Et les plans, il y a évidemment dessus, il y a des têtes, il y a une tête de cheval, enfin bon, l'enfer. Tu peux pas arriver et fracasser la tête de ton fils, c'est impossible. Et donc il y a un mélange, tu restes tendre, c'est ton enfant, qu'est-ce que tu... Et cette espèce d'incapacité à choisir un état, c'est extraordinaire. Pour les acteurs, c'est fabuleux. On l'a vu cet après-midi sur le film le mercredi midi. Le premier mercredi du mois. La tête du garçon quand il voit la fille qu'il aime et qui est revenue. Il ne sait pas quoi penser. C'est extraordinaire parce qu'il est là. Il se dit mais... alors il ne sait pas quoi faire. Évidemment, il trouve l'échappatoire. Il dit à son frère, va lui dire que le bouquin, le machin. Mais dans son regard au début, la séquence est fabuleuse parce que il est emmerdé. Il est partagé, il est divisé en 15, il est le cul entre deux chaises. Il y a plein d'expressions. Et moi, j'ai appelé ça la contradiction. Au moment où on dit « je t'aime », il y a tellement de choses qui se passent avec. Et c'est ces choses-là qui vont faire que la façon qu'on a de s'exprimer, de parler de notre amour, ça va être bourré de nuances. Au lieu d'être un mur tout blanc que le public a vu tout de suite et attend la suite avec impatience parce qu'on commence à s'emmerder, ça fait 10 minutes qu'il lui dit qu'il l'aime, oui, ça va, on a compris. D'un seul coup, on va assister à plein de trucs qu'on devine. C'est du suspense. D'accord. Et tu parles effectivement du fait que tu as coaché des acteurs pour qu'ils incarnent une personne qui a déjà existé. J'en ai plein. Bah, tu fais souvent ça. Depuis l'amour, on me demande. Quoi. Depuis l'amour, on nous demande, ouais. Est-ce que ton travail serait totalement aussi efficace et il serait identique ou différent avec quelqu'un qui incarnerait un pur personnage fictionnel, quoi? Sauf que le pur fictionnel par rapport au réel, on peut rappeler, comment il s'appelait, le petit réalisateur là, sur le dernier film là. Tanguy, on peut rappeler pour lui demander ce qui était autobiographique ou pas dans ce qu'il a joué. Ah ouais. Alors, ça m'a fait rire parce que je lui ai dit bon, c'est pas autobiographique. Bah si, quand on l'a vu, quand on le voit nous parler, quand on le voit à l'image, c'est le même bonhomme, c'est lui, c'est sa chair. Enfin, il n'y a pas à tortiller. Non, c'est pas. Toi qui écris, puis il y a des gens dans la salle qui écrivent aussi. Quand on a passé 2 ans ou 3 ans de sa vie à penser à des personnages, à des situations, que petit à petit, on a couché ça, alors bon, sur papier, machine à écrire, ordinateur, peu importe le support, et que peu à peu, ça a pris corps. On ne peut pas faire autrement que raconter des trucs perso. Ça n'existe pas. Enfin, moi, j'ai dû écrire une 20aine de scripts. Il y en a 2 qui ont été filmés. Le mien, je l'ai filmé moi. Enfin, il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est toi, quoi. C'est une histoire d'espionnage au niveau européen. Je ne suis pas espion, j'ai jamais été dans la police, je ne sais pas. Donc ça veut dire que le réalisateur est totalement capable de diriger son acteur. Il n'a pas d'intervention de coach. Normalement... Alors en fait, normalement, un réalisateur doit être capable de diriger son comédien et de dire voilà ce que je veux et est-ce que je peux t'aider. Ça ne veut pas dire qu'au moment du tournage, le comédien est absolument en place pour le faire. J'ai fait une improvisation un jour, qui est vraiment une impro difficile pour les actrices et les acteurs, mais que j'ai fait en conscience, parce que c'était avec un groupe qui était là depuis 6-7 mois, ils se connaissaient bien entre eux, une quinzaine de comédiennes et de comédiens. Je dis voilà, il y a une chaise. Vous allez choisir entre votre partie artiste, la comédienne, le comédien, et l'individu de tous les jours. Parce qu'en fait, on se coupe en 2. Et je leur ai dit, sur la chaise, voilà, fait comme ça,
Tu vois là, il y a la chaise qui est là. Et je leur dis, bon, vous ferez soit le comédien, soit l'interprète. Moi, je vais vous dire, je fais Pascal de tous les jours ici. Et sur la chaise, je mets le coach, Pascal le coach que vous connaissez. Et je commence à me balader sur le plateau comme ça. Et je commence à lui parler. Je dis, tu sais que tu commences à me gaver, toi, parce que tu fais des trucs en tant que coach, ça a des répercussions sur ma vie de tous les jours. C'est pas facile à assumer tous les jours. Tu me fais faire des trucs, tu vois, j'en ai un peu marre. Voilà, bon. Avant de faire cet exercice-là de conversation, j'ai dit à tout le monde, je vais faire l'exercice. Quand j'aurai fini l'exercice, je vais aller ouvrir la porte de la salle. Ceux qui n'ont pas envie de faire l'exercice, vous sortez. Vous aurez 2 minutes pour sortir. Il ne peut pas y avoir de voyeur pour cet exercice. Donc soit vous le faites et vous restez, soit vous partez. Je ne vous reproche rien, chacun a le droit de faire comme il le sent. Et je fais l'exercice. Et là, brutalement, ils s'aperçoivent que je commence à me déshabiller. Et que j'habille la chaise avec mes vêtements. Et je continue à me balader à poil dans la salle en l'engueulant parce qu'il me pourrit la vie tous les jours, parce que son boulot de coach, ça a des répercussions sur ma vie, c'est insupportable, et mon rapport aux femmes, mon rapport à ma fille, c'est fait chier, quoi. Et puis quand j'en ai marre, je reviens, je reprends mes affaires, je me rhabille. Voilà, je vais ouvrir la porte, je dis ok, 2 minutes, c'est parti. Un silence de plomb dans le studio. Et personne n'est sorti. Jamais. Je l'ai fait 3 fois dans ma vie seulement, cet exercice, parce qu'il faut que le groupe des gens qui y participent soit solide. Et à chaque fois, je suis le premier à le faire. Il est hors de question que je puisse laisser penser que je suis là pour me rincer l'œil en regardant les fesses de l'un ou de l'autre, ou de mademoiselle machin. Hors de question. Donc je participe. C'est ma façon de faire du coaching. D'accord, merci. C'est très important. C'est très important. On ne peut pas être en dehors. Justement, ça me rappelle quelque chose quand je vais au studio Pygmalion. Je crois que ce qui m'a beaucoup aidé, c'était un jour, j'ai réalisé que, comme j'avais été tout seul et je connaissais personne, ça m'était déjà arrivé quand j'étais parti gamin en colonie de vacances, je connaissais personne. Et en fait, quand tu as le regard de personne, ni ta famille, tes frères, tes sœurs, tes amis et tout ça, et donc la porte s'est fermée et je dis, je connais personne. Donc si je connais personne, je crois que je vais me lâcher. Et c'était le premier jour ou le deuxième jour, je me suis vraiment lâché, je suis rentré chez moi totalement détendu en étant très très proche de moi-même et de ce fameux comédien dont tu parles. Et j'ai commencé à le découvrir en fait, et à voir que je pouvais m'amuser avec. Et qu'après je pouvais repartir dans ce que les gens avaient l'habitude de connaître de moi, parce qu'il ne faut pas les froisser non plus. Et effectivement c'est très intéressant. Et donc maintenant je suis un peu, comme je suis un peu scénariste, et si on pousse la chose à l'extrême, est-ce que c'était déjà arrivé de pousser trop fort? Oui. Tu sais, au moment... c'était un peu avant le MeToo. Et j'étais un peu inquiet, parce que je me suis dit, peut-être que moi, un jour, dans des exercices ou des machins, j'ai peut-être demandé quelque chose à quelqu'un, et j'ai pas fait attention, j'ai pas été assez prudent. Bon, j'ai fait un mail, et puis j'ai fait sur Facebook, j'ai mis un mot en disant, voilà, est-ce que ça a pu m'arriver qu'à un moment j'ai déconné, je suis allé trop loin dans un des exercices, j'ai pas été assez précautionneux avec la comédienne ou le comédien, je comprendrai tout à fait, dites-le moi, gagnons du temps, enfin j'ai rien à cacher, ça va quoi. Je n'ai reçu qu'un avis d'une personne par mail qui m'a dit, écoute Pascal, je venais de divorcer et tu as appuyé dessus pour me faire obtenir je sais plus quoi, machin, et j'ai trouvé que c'était un peu excessif. Ok, d'accord, je comprends. C'est aussi ça qui se passe pour des comédiennes ou des comédiens quelquefois. C'est des rôles qui vous emmènent à des endroits où vous n'avez pas du tout envie d'aller, quoi. Vraiment pas. Comédien, c'est pas simplement je vais jouer un texte tel que c'est écrit, surtout dans les grands rôles. Quand c'est un petit rôle qui est sympathique, on dit juste Madame est servie ou où est-ce que vous étiez hier, bon, ça va. Mais dès que c'est des rôles où l'émotion est compromettante, si on n'est pas au clair avec soi, c'est pas simple. Et mon boulot de coach, quelquefois, c'est d'aider la personne à passer la rampe, à passer de l'autre côté, à trouver un lien qui lui permette de dire « bon, d'accord, ok, je peux le faire, d'accord ». C'est des choses qui te viennent à l'instant? C'est des choses auxquelles tu as pensé avant? Comment ça se passe? Je suis intrigué par ça. Non. L'idée, ça c'est
On appelle ça être channel, tu sais. Voilà, c'est des moments. C'est pour ça que je dis qu'il faut absolument être à la disposition de ce qui se passe chez les autres. En lisant la vie de Claude François, j'ai vu qu'il était batteur, ce que je ne savais pas. Et d'un seul coup, je me suis dit, bon, tiens, pour Jérémy, ça peut être un bon exercice. C'est une idée qui vient, je ne l'ai pas... Il y a une... c'est pas une légende, c'est une sorte de fable d'histoire. Je crois que c'est du Mali, ou je ne sais plus d'où c'est, qui dit que les histoires, l'inspiration, c'est un oiseau qui vient se percher sur ton épaule, qui te parle, t'écoute ou t'écoute pas. Il a fini de parler, il s'en va. Moi, j'ai pris l'habitude d'écouter. Après, j'en fais ce que je veux. Mais ça m'est arrivé en atelier de démarrer la séance en disant, tiens, c'est marrant, je ne sais pas. Je ne sais pas, par rapport aux 15 personnes qui sont là, je ne sais pas ce qui est le plus intéressant. Et dans ces moments-là, je fais toujours pareil. Ok, on s'allonge, on respire, et je marche, et d'un seul coup, il y a une idée qui commence à venir, petit à petit, j'écoute ce qui se passe à l'intérieur. Je dis ok, on se met 2 par 2, et ce qui m'intéresse à ce moment-là, je me dis, comment on finit la séance? C'est-à-dire que si, quelque part autour de moi, on me dit, vas-y, lance-toi dans cette idée, ça veut dire qu'à un moment, il y a bien, c'est un parcours. 3 heures plus tard, on arrive où? Et j'adore. Et comme par hasard, on finit la boucle. Comme par hasard. Mais c'est pas grave. Comme j'ai pas l'orgueil d'être celui qui sait, celui qui dirige, celui qui... que je m'en fous. Moi, je dis toujours, je suis au service des films. Je suis au service de l'œuvre de l'autre. Je connais. Moi, j'écris depuis tout petit. Je fais de la photo, je suis musicien, je fais de la danse, enfin voilà, je fais beaucoup de choses. Donc j'ai pas... Il est temps de laisser tomber la mégalo et l'ego dans ce métier. Qu'est-ce qu'on gagnerait tous du temps? Oh là 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 là. Exactement. Quand tu travailles sur... Tu as travaillé avec... sur le Monsieur Aznavour, tu as travaillé dessus avec Clara Haim. Tu as travaillé avec Marion Cotillard dans La Môme, tu as travaillé Louis XIV avec Magimel, des personnages comme ça. Gainsbourg, non, c'est ça aussi? Non, tu peux faire. Non, moi j'ai pas fait Gainsbourg. Non, j'ai envoyé un coach. Bon, bref, j'imagine, je pense que tu vas me le confirmer, que tu vas fouiller dans le personnage, dans la vie de la personne qui doit être incarnée. Au départ, j'ai d'abord, bon, souvent, je connais un peu quand même, quand on fait le biopic de quelqu'un, enfin, tu vois, voilà. Mais là, dans les premiers temps, j'attends de voir ce que la personne elle-même fait et me propose. Donc tu laisses d'abord l'acteur ou l'actrice te faire des propositions. Et quand c'est des grands comédiens, des grandes comédiennes, ils te disent, alors voilà, je suis allé au musée machin, j'ai vu que... C'est drôle. Est-ce que toi, tu ne serais pas attiré par des choses particulières du personnage que l'acteur ou l'actrice? Je ne veux surtout pas. C'est pas mon boulot. Si moi, je commence à avoir une optique, je vais entraîner la comédienne ou le comédien dans une mauvaise direction. Il y a une partie du coaching que je fais, c'est de la préparation au casting. C'est individuel, les comédiens m'appellent, on dit voilà, je vais faire un casting, est-ce que tu veux bien me faire travailler? Je dis ok, on bosse, quelquefois 20 minutes, même pas, quelquefois 10 minutes, parce que je dis en fait, t'as juste ta trouille, quoi. Bon, t'as pas besoin de moi, t'as juste besoin de te calmer et tu vas faire ton métier. Mais enfin, il n'y a rien à travailler particulièrement par rapport à ce casting-là. C'est juste parce que tu as la pétoche, parce que ça fait 6 mois que tu n'as pas fait de casting. Mais bon, parlons d'autre chose. Mais quand il faut vraiment travailler en profondeur le casting, le rôle, le personnage, le texte, je suis obligé de proposer une direction. Toujours. Et la personne me dit à la fin, alors combien je te dois? Je dis rien. Pour l'instant, tu me dois rien, parce que ça se trouve, je t'ai entraîné dans la mauvaise direction. Et on le saura que quand tu auras passé ton casting. Donc quand tu passes le casting, si tu as le rôle, tu m'invites à bouffer. Ça, c'est quand c'est des amis. Sinon, ça te coûtera 50 balles de l'heure, et puis c'est tout. Ce que pas très cher, je trouve, en plus. Mais ça me va très bien. Mais c'est très bien, ça. Ouais. Et une autre question, justement. Est-ce que tu as déjà travaillé avec un acteur ou une actrice, connu ou pas connu? Tu as fait un coaching qui te semblait correct et tout ça. Et arrivé sur le plateau, l'acteur ou l'actrice fait effectivement ce qui est demandé par le réalisateur, ainsi de suite. Et le résultat pour toi n'est pas tout à fait ce que tu aurais attendu. Bien sûr. C'est la première conversation qu'on a eue avec Besson, ça. À propos de Nikita. Il me dit alors, t'es content? Ouais, non, c'est super. Il y a plein de moments super, ouais.
Il me dit, mais il n'y a pas plus que ça. J'ai lu, tu te doutes bien qu'en 8 mois de coaching de préparation, j'ai vu 100 fois plus que ce que tu as vu devant ta caméra. Mais oui, parce que tu as exploré le personnage à fond, toi. Oui, ouais. Moi, il y a plein de choses. C'est plus qu'un film, quoi. Mais oui, on fait plus que ça en coaching, surtout quand ça va loin. Ce que j'ai vu entre Benoît et Juliette sur les enfants du siècle, il y a des choses qu'on a développées, qu'on a travaillées, parce qu'on estimait que c'était important pour le rapport entre eux. Ils ont des scènes dans la calèche, ils ont des scènes où ils ont peur l'un de l'autre. Hein. Elle n'a pas tout utilisé dans le film. Une question du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un réalisateur veuille participer ou assister à tes coachings? Oui, et c'est non. C'est immédiat. Mais pour 2 raisons. La première, le comédien ne se sentira pas libre d'aller très loin, parce qu'il y a le réal à côté. Mais bien sûr, le réal va arriver, ah oui, mais il voit comment on prépare. Bah oui, c'est son boulot en même temps. Donc je dis souvent au réalisateur, soit vous venez et vous bossez, je ne l'ai fait qu'une fois, c'était pour vendre, et j'avais magouillé la séance entre guillemets, c'était Rapneau qui voulait donc prendre Boris Terral pour faire le hussard sur le toit, et on a beaucoup bossé avec Boris, et ensuite j'ai fait faire 2-3 impros à Boris devant Rapneau, à Pygmalion, en prévenant Rapneau qu'on les avait un petit peu travaillés quand même, je ne voulais pas lui mentir. On a bossé, il m'a rappelé le soir, et c'est là qu'il m'a dit bon, pour moi c'est Boris, mais il faut que tu viennes sur le plateau. Et je dis Jean-Paul, c'est là que je lui ai dit Jean-Paul, il ne peut pas y avoir 2 autorités sur un plateau, c'est impossible. Il me dit mais moi je ne sais pas diriger Colombie, je sais leur demander ce que je veux, mais je ne sais pas les diriger. Donc je peux faire 25 prises jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Mais j'ai pas, voilà. Et finalement, il a pris Martinez. Bon. Il me venait une autre question. Est-ce que tu as déjà travaillé avec des enfants? Oui. En fait, il y a très longtemps, sur le film de Gilles Demestre, qui s'appelait Loulou Graffiti. Non, pas Loulou Graffiti. Merde. Un film sur un petit gamin palestinien qui est emmené en France et qui va se retrouver avec un autre gamin. Bon, ça me reviendra. Et les 2 gamins, c'était Younes Boudache, quand tu vois le parcours qu'il a fait, et Tioufik Jalab. Tioufik Jalab, il vient de tourner avec Olivier Martinez, enfin avec Olivier, pas Martinez, Marchal, absolument. Ouais. Et donc, ils étaient là, et à l'époque, il y avait des comédiens un peu connus qui venaient au studio pour travailler, et j'avais proposé un comédien, je lui ai dit, Anthony, de son nom de famille Delon, est-ce que tu veux bien faire l'entraîneur des gamins, l'espèce de sergent qui entraîne les gamins? Il y a une scène où le gamin doit faire un truc, et si ça ne marche pas, il faut une baffe. Et je me souviendrai toujours la tête du petit Tioufik. Il était pas grand, il avait ton âge, hein, 10 ans. Il était là comme ça, et Anthony hésite, donc il fait un petit truc comme ça. Et l'autre, tu regardes, vas-y, fais-moi une vraie baffe, parce que c'est nul ça. Il en a pris une, et il l'a regardé, il était content. Et ils ont fait quoi, 2-3 baffes comme ça. J'ai dit ok, stop. Ah, ils étaient super contents tous les 2. Ils rigolaient comme des tordus. C'est un gamin, mais il ne s'est pas trompé de métier. Hein. Mais les enfants, ils ont un avantage et un désavantage. Le désavantage, c'est le regard qu'on porte, nous, sur eux. Mais non, mais c'est vrai. À chaque fois, on me dit ouais, mais les enfants, ils sont comédiens naturellement. Mais je dis mais c'est pas vrai. C'est un état d'esprit comédien. On sait très bien qu'on est en train de jouer et que là, on arrête de jouer. Prenez un gamin, on est tous à table, là, on fait une sorte de grand banquet, on est 40 personnes, ouais, on rigole et tout. Il y a un gamin qui arrive, qui fait un truc, il ne fait pas exprès, il tombe, il a une façon de tomber, tout le monde rigole. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il refait la même chose pour nous faire rire. Et là, à un moment, on lui dit, bon, okay, c'était drôle la première fois, maintenant t'arrêtes, c'est plus drôle. Comme quoi, il ne sait pas, il n'est pas bon comédien, puisqu'il n'arrive pas à le refaire. Comédien, moi, c'est la plus belle phrase que je connaisse sur l'acteur, c'est celle de Louis Jouvet, qui disait, comédien, on fait vraiment semblant. C'est pas la vie, c'est pas la vérité de la vie. Un film, c'est quoi? Enfin, demandez-leur, les heures de montage, l'écriture, non, on reprend, coupé, ah merde, la lumière, ah ton maquillage, et on y retourne. Nous, on regarde, c'est fluide, mais c'est pour nous que c'est fluide. Pour eux, derrière, il n'y a rien de fluide. C'est un putain de boulot. Pour eux, devant, pareil. Hein.
filmer, non, c'est pas vrai. Et donc, le travail de l'acteur, c'est rester conscient. C'est le gamin qui est là, qui fait semblant d'être un cheval. Là, il est dans la cour, il galope, ouais, il se prend pour Zorro, et on entend la voix de la mère qui dit Antoine, on mange. Oui, oui, j'arrive. Et hop, il se remet à cheval tout de suite. Il y a une rupture nette, ce sont deux mondes différents. Ils passent de l'un à l'autre sans aucune difficulté. Super, merci beaucoup. Oh, ben merci à toi. Je t'en prie. Je me disais, éventuellement, est-ce qu'une personne voudrait poser une question à Pascal et auquel il pourrait répondre? Oh, j'adore. Non, personne, ne soyez pas timide. Ah, si. Quand l'enfant s'amuse vraiment, il a une liberté de ton qu'on a vu cet après-midi, il est trop fier. Vous l'avez vu le complexe chez les Zigodos à pédale là, qui galopent de partout? Il n'y en a pas, il s'en fout, il s'amuse, il est content. T'as bien raison, mon bonhomme, t'as bien raison. Profite. Oui, c'est toi qu'on parle. On a répondu à la question. Il a répondu à la question. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ah, ok, ouais, super. Ça peut gagner très très bien, comme ça peut... ça dépend du film. Ça m'est arrivé de travailler sur des films de gens qui démarrent, premier long, avec une comédienne un peu connue qui a dit « Allez, moi je crois vraiment au projet, je fonce », qui m'appelle, elle me dit « Voilà, on peut bosser, mais il y a quoi ? Il y a des clopinettes, quoi. Il n'y a pas ce que tu demandes d'habitude. Parce que d'habitude, c'est la production qui paye. Hein. D'accord, je lis le projet, et je rencontre la réalisatrice, et je dis « Ok, j'y vais. » Je le fais. Ça veut dire qu'on va travailler pendant 15 jours et je vais toucher 500 balles. Point. C'est, oui, tous les jours. C'est la misère. Hein. C'est la misère. En même temps, il y a des gens qui travaillent pendant un mois pour gagner juste le double. Hein. D'accord, c'est vrai. Ouais, mais... C'est très relatif. Ouais, c'est très... Dans le monde du cinéma, le cachet minimum pour un comédien, on le rappelle, ouais. Par jour. 100... Non. Ah, pas figurant, c'est comédien. Ouais, tarif syndical, c'est 300... Ouais, oui, 300, ouais. Par jour. Ouais. Ça, c'est quand tu débutes. Ouais. Et puis après, quand tu commences à être connu et que tu as accumulé des rôles, tu as ton cachet entre... Ça m'est arrivé de travailler pour 100 balles la séance, ouais. Ou 500 balles pendant 15 jours, au forfait, tant pis on y va, parce que je crois au projet. Oui, c'est ça. Mais ça m'est aussi arrivé de travailler pour 600 balles de l'heure. Ah oui, d'accord. Parce qu'à un moment, on me dit, c'est toi qu'on veut. C'est-à-dire, ah, on te veut, il faut absolument. Je dis, en ce moment, j'ai des trucs, ça va être compliqué. Non, mais il faut vraiment que tu te bloques sur le film. Je me bloque sur le film. C'est vrai que je vais travailler. Vous me demandez d'être libre de 8h du matin à 22h. Bah, de toute façon, je ne travaillerai pas plus de 2 heures. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas quand. Le comédien, il n'est pas sûr finalement d'être libre à ce moment-là. Il sera peut-être plutôt libre l'après-midi. Donc ça veut dire que je ne peux pas travailler ailleurs. Donc vous me bloquez. C'est 600 balles de l'heure. Point. Et j'ai aucun complexe avec les productions, sachant ce qu'ils vont gagner après derrière. Je rigole. Puis je paye des impôts comme tout le monde. Puis ça me permet d'avoir du temps pour écrire aussi. Et puis ça me permet de faire travailler des gens ou d'inviter des gens sur des stages, comme je fais toujours. Je fais des stages, en gros 15 personnes, et puis sur les 15 personnes, il y a 3 personnes que j'invite. Ah, ce sont des gens qui sont dans la merde. Ah, d'accord. Des comédiens qui sont vraiment dans la poisse, qui ne travaillent plus, qui sont tristes, c'est pas possible, quelquefois qu'ils ont 2 gamins à nourrir. Je dis, allez, viens travailler avec nous une semaine, viens travailler tous les matins, ça va te faire du bien. Je trouve que c'est important de garder cette connexion entre nous, quoi. Enfin, s'il n'y a que le pognon qui gère les rapports, enfin bon, j'ai envie de travailler autre chose à ce moment-là. Exactement. J'en ai fait plein. Ben, je les ai eus comme élèves. Puis à un moment, j'ai appris qu'ils étaient devenus coachs. Non, par exemple, Patricia Sterlin, elle n'a jamais été comédienne. Je l'ai eue comme élève à un moment. Elle a dit, moi, j'ai envie. Mais Patricia, elle était violoniste, elle était second violon à l'Opéra de Toulouse, donc elle savait un petit peu ce que c'était quand même de l'artistique. Puis il faut aimer ça, il faut aimer les acteurs, hein, ça, il n'y a pas à tortiller. Plus on les connaît, mieux c'est.
C'est quand même sûr. Et plus on a pris des risques soi-même artistiquement, plus on est à même de comprendre les risques qu'on va demander aux autres. C'est surtout ça qui compte. Hein. C'est pas uniquement de... On peut demander plein de choses aux gens, mais si on ne sait pas ce que ça fait... Je me souviens, à chaque fois, ça les faisait rigoler. J'avais mis en place un système que je pensais important. Dès le premier mois de coaching que j'ai fait, j'installais une chaise, puis en face, je mettais 5 chaises. Et je dis, voilà, il y a 5 personnes qui s'assiedent, s'il vous plaît. Donc, ils s'assiedent comme ça. Et le 5e, tu as dû le faire, toi. Et voilà, ça s'appelait le bilan. À la fin du mois, c'était le bilan. Et la personne s'assoit là. Et je disais, voilà, les 5 personnes, là, vous avez 3 minutes pour dire ce que vous pensez du travail de la personne qui est là. Et la personne qui est là, c'est une éponge. Elle écoute, elle prend. Elle n'a pas à répondre, elle n'a pas à justifier. Et ça n'est que leur point de vue. Ça se trouve, dans un mois, ça ne vaudra plus rien. C'est le point de vue sur ce qui s'est passé. Prenez, enregistrez. Et quand tout le monde est passé, j'ai laissé la chaise, j'ai dit ben, installez-vous, et je me suis mis sur la chaise. Et donc là, ils m'ont regardé, un petit peu mal à l'aise quand même, mais il faut qu'on... tu fais quoi, Pascal? J'ai dit ben, pareil, vous êtes gentil, le 12 février, donc le fin mars 88, à l'époque, j'ai encore 27 ballets, vous êtes gentil, j'ai plein de choses que je ne sais pas, j'ai dû faire des conneries, j'ai peut-être dû dire des trucs qu'il ne faut pas, j'en sais rien. Dites-moi que moi aussi je grandisse, que j'évolue, quoi. C'est pas uniquement le fait que je parle qui compte, c'est le fait que vous écoutiez, c'est l'échange est absolument, pour moi, c'est ineffable, c'est essentiel. Ça n'a aucun intérêt qu'on soit là parler si vous êtes pas là. Enfin, on l'a fait déjà au resto, hein, donc on sait le faire. Mais sinon, si je vous raconte ce que je vous raconte, si je vous dis ce qui, moi, est important, c'est aussi parce que j'entends ce que je dis. Je ne vais pas me raconter d'histoire. Ça ne veut pas dire que je m'écoute. Ça veut dire qu'il faut être aussi vigilant à ce niveau-là. Je me suis un petit peu égaré, là, dans le... Tu ne le connais pas. Il s'appelle Jean-Pierre Bélissant. Voilà. C'est un type qui a une voix extraordinaire. Il a une sorte de voix comme ça, super grave. Il faisait beaucoup de voix pour les publicités qu'on voit à la télévision. Il faisait la voix qui vend le produit, le parfum, le machin. Tu vois, pour Chanel, pour Nana. Et il parlait comme ça. Donc il devait avoir un rôle dans un film et il m'avait demandé si je pouvais le faire bosser. Ah, une petite question, oui. Connu de qui? L'acteur ou acteur et actrice mélangés? Acteur et actrice. Il y a Marion, mais Benoît Magimel, il était quand même bien connu déjà. Juliette Binoche. Là, t'as Raïm. J'allais te dire une bêtise. Mon père. Très connu de moi-même, absolument. Non, il y a des gens en Norvège qui sont extrêmement connus, qui ont tourné. Par exemple, il y a un comédien qui s'appelle Christian Rubek, un comédien magnifique norvégien, qui a tourné, je ne sais plus, 4 films avec Brad Pitt. Donc nous, on ne le connaît pas nécessairement, mais lui, c'est un très grand comédien. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer des gens, même si je ne les ai pas fait travailler, mais avec qui on parlait simplement. Il y en a qui sont morts depuis. Bah ouais. On ne peut pas les garder, hein, comme des momies. Enfin, attention, quoi. En fait, je dirais qu'après tout ce que j'ai entendu, vu, partagé, écouté, fait travailler, etc., j'ai une règle là-dessus qui est très simple. On ne triche pas avec qui on est. C'est-à-dire qu'il y a des comédiens et des comédiennes qui sont des vrais sauvages, qui sont des gens insupportables et qui sont capables de jouer des gens adorables. Dans la vie, ils n'essaient pas de se faire passer pour quelqu'un de sympa.
C'est des brutes épaisses, ils n'ont aucun tact, ils sont là, ils font des réflexions désagréables. Comment tu t'appelles, machin? Mais tes parents, ils t'en voulaient pour t'appeler comme ça quand t'es né ou, voilà. Et c'est à se demander s'ils ont de l'humour. Et puis il y a des gens qui sont adorables et qui n'essaient pas de se durcir, qui n'essaient pas de jouer de la distance. En fait, le respect de profondément qui on est primordial pour faire ce métier. Parce qu'à partir du moment où on s'accepte tel qu'on est, et tant pis du regard des autres, alors on bascule dans une dimension dont le comédien a besoin pour vivre pleinement aussi bien quelque chose de sympa que de méchant, que de grossier, que de peu importe. Je dis ça pour les comédiennes, les comédiens, mais un personnage chez qui tout se passe bien, tout va bien, il n'a pas de problème, il est content de tout ce qui lui arrive, il est heureux et il va mourir heureux, ça n'existe pas. Donc le travail des acteurs, c'est de vivre des choses qui se passent sur un fil tendu, avec les scénaristes et les réals qui sont pas idiots et qui vont faire jboing, jboing le plus souvent possible pour voir si vous allez vous casser la figure. Donc un personnage, c'est quelqu'un qui est dans la merde au début du film et à la fin, peut-être qu'il va s'en sortir. Soit il y aura Marquesienne, il est mort, soit il s'en est sorti in extremis, on est heureux pour lui. Mais le reste sur l'ensemble du film, c'est que des galères à résoudre. C'est des fuites, des peurs, des craintes, des doutes, des combats. Ne trichez pas avec votre nature réelle. Est-ce que vous auriez mis Schwarzenegger à la place de Sylvester Stallone dans Rambo, dans Rocky? Jamais. Non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Stallone, il évoque très profondément la victime qui va se relever, alors que Schwarzenegger, non, la victime, on le regarde, non, on n'y pense pas une seule seconde, quoi. Mais c'est important, et c'est pour ça, et c'est comme ça qu'on fait les castings. On ne se trompe pas sur la nature. Quelqu'un rentre, je vous jure, après 30 ans ou 40 ans de métier, quelqu'un rentre dans une pièce, on voit tout de suite s'il se la joue ou pas, quoi. Peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise comédienne, c'est pas le propos. Est-ce qu'elle est en train de me vendre, fait passer des vessies pour des lanternes? Donc je me brûle, comme dirait Pierre Dac. À 90% du temps, c'est fait exprès. Comme il y a une question qui est très simple, que posent certains... C'est très intéressant ce que tu viens de me dire, parce que moi, je ne savais pas. Ben si. En fait, la peur qu'on a... Ou bien vous êtes quelqu'un de connu. Quand je dis connu, ça ne veut pas dire bankable, ça ne veut pas dire une star. Ça veut dire que pour le directeur de casting, il sait qui vous êtes, il vous a vu 2 fois au théâtre, il a vu les 3 films dans lesquels vous avez joué, il voit à peu près qui vous êtes. Salut, comment tu vas? On ne s'est jamais rencontrés, ou c'est la 10e fois qu'on se voit cette année. Voilà, est-ce que tu peux me faire ci, est-ce que tu peux me faire ça? Je ne parle pas de ceux-là, hein. Je parle de ceux qu'on ne connaît pas. Et ceux qu'on ne connaît pas et qui n'ont pas énormément d'expérience, la crainte qu'on a, et qui n'est pas de la rigolade, c'est si vous choisissez cette personne qui va jouer en face des 3 stars à table, une séquence à table, et qui doit les insulter ou les engueuler, vous vous demandez s'il va être à la hauteur. Parce que le nombre de fois où dans des films, le comédien a essayé de frimer parce qu'il était en face de 3 stars, il me dit, mais t'es pas là pour ça, bonhomme, t'es là juste pour jouer un rôle. Ouais, mais enfin, je suis avec eux quand même. On dit, mais c'est pas professionnel ce que tu es en train de faire. Donc ils le sondent sur la célébrité, ils le sondent sur... Est-ce que tu peux faire face à des gens célèbres? Quand on met des gens mal à l'aise en casting, c'est pour révéler 2 choses. Est-ce que vous jouez le jeu du malaise et comment vous le gérez? Patrice Lecomte faisait ça régulièrement. Il habite Moulin-Raspail, il invitait des comédiens dont il avait lu le CV. Il lui offre son café, il me dit, alors parlez-moi de vous. Il dit, voilà, j'ai pris des cours chez machin, après j'ai fait ça, maintenant je travaille avec Pascal Lundo. Non, parlez-moi de vous. C'est-à-dire de moi. Oui, vous. Parlez-moi de vous, vous êtes qui? Et là, mais c'est-à-dire, vous voulez savoir quoi? J'en sais rien, parlez-moi de vous, quoi. Qu'est-ce que vous aimez vivre? Qu'est-ce que, je sais pas, vous aimez bouffer? Vous aimez... Je me fous de ce que vous allez me dire. Je l'ai, le CV, je le vois, votre parcours. Mais je ne vais pas tourner avec un CV, je vais tourner avec un être humain. Parlez-moi de qui vous êtes, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Parce que quand je vais vous filmer, je vais associer 2 choses. Un personnage qui est quelque chose d'absolument virtuel, c'est du papier. C'est un intellect, c'est des idées. C'est comment moi je le vois, comment vous le voyez, comment le producteur le voit, comment le partenaire le voit. C'est tout ça un personnage.
Maintenant, c'est vous qui allez l'incarner, c'est votre peau. Comment vous êtes quand vous êtes gêné? Vous vivez comment quand vous êtes troublé? Parce que dans mon film, vous allez passer 80% de votre temps à être troublé, mal à l'aise. Vous allez essayer de vous débiner, vous allez mentir. C'est ça votre personnage. Comment vous êtes dans ces moments-là? Quand est-ce que je peux le voir? Parce que je ne peux pas attendre d'être sur le plateau pour le vérifier. Ce sera trop tard. Donc on provoque. Il y a des castings, des grands castings, des grands d'eux et des grands, qui savent le faire avec au moins tact et intelligence. Mais ils posent la même question. Hein. C'est quoi tes prochains projets? Bah j'en ai pas. Et alors? Ah bah merde, comment ça et alors? Bah alors, tu vis ça comment? Et puis il y a des gens qui le disent. Oh, c'est un vrai bordel, hein, ça me fait chier. Hein. Ouais, j'aime pas être dans le vide, je me sens... On dit ok, voilà, c'est un être... Il me montre qui il est en tant qu'être humain. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci au public d'avoir été présent et attentif. Je vais juste dire un mot de la fin et tu finiras toi, Pascal, parce qu'en fait après il faut il y aura un petit buffet rencontre rapide là où on était tout à l'heure si vous voulez échanger un peu avec Pascal avec d'autres. Et donc sache que ta communication a été, en tout cas en ce qui me concerne, bien entendue et je crois que je te découvre de plus en plus et je te connais encore beaucoup plus et j'ai envie bien sûr de te connaître encore plus. Et voilà, je voulais te remercier avec ces paroles-là. Maintenant, la balle est dans ton camp pour clore cette masterclass et ce festival. Si tu veux faire un retour sur la journée ou un retour sur ce que tu veux et dire ce que tu as envie de dire, et on va s'arrêter là parce qu'il faut bien qu'il y ait une fin à quelque chose. Je peux pas trop parler déjà. C'est bon, quoi. Non, je vous redirai ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis. Mais on pourrait parler pendant 4 heures. Je pense que si on devait parler plus, je viendrais avec vous, on se regrouperait et on parlerait là ensemble. Et... On pourrait peut-être éventuellement, si la chose peut se faire une masterclass un peu plus longue sur une après-midi avec un atelier, on verra. Ouais. Ce qui est possible de faire. J'ai quand même une question capitale. Vas-y. Pourquoi mon micro à moi c'est le bleu et c'est toi le rouge? Eh ben je sais pas, je crois que c'est masculin-féminin, il me semble. D'accord, ouais. C'est un truc comme ça. Ça me va. Si c'est moi le féminin. Une petite dernière question juste pour clore et puis après on s'arrête là. Une question j'ai envie de te poser. Est-ce que tu penses qu'effectivement coacher une actrice ou coacher un acteur, ce sont des choses différentes? Non. Voilà. C'est exactement la même chose. La chose est dite. Oui, non, ça n'a aucune différence. D'accord. Chaque personne est différente. Ouais. C'est pas que ce soit un homme ou une femme. Donc en fait, tu coaches une personne, peu importe ce qu'elle représente, ce qu'elle est, son corps physique et ainsi de suite, quoi. Non, on en tient compte. Ouais. C'est un rôle féminin ou c'est, je sais pas. Par exemple, je rebondis un peu, c'est peut-être une question pas forcément aussi directe que ce que je viens de te poser. Tahar Rahim, quand on m'a dit qu'il allait jouer à Aznavour, moi je suis fan d'Aznavour depuis très jeune, mon frère peut en témoigner là, et je me dis, mais Tahar Rahim en Aznavour, mais c'est quoi ce casting? Pourquoi Grand Corps Malade et Mehdi Idir ont décidé de mettre Tahar Rahim? Et moi j'y croyais pas au départ. Et justement, lui non plus. Hein. Lui non plus. Et comment tu fais rentrer Tahar Rahim dans Aznavour, quoi? C'est le contraire. Ouais, c'est le contraire. Tout à l'heure. Ah oui. Et c'est pour ça qu'au départ, il se dit mais ils sont fous. Et après, c'est toujours la première chose que je dis. Mais à 90% des fois, je suis obligé à chaque fois de préciser. Je rappelle que la réalisatrice ou le réalisateur t'a choisi, qu'il n'est pas complètement fou, que le film va coûter 20 millions d'euros et qu'ils ne vont pas miser d'emblée 20 millions d'euros sur une erreur. Non, ça ne tient pas debout. Ça veut dire que dans sa tête à lui ou dans sa tête à eux ou à elle, c'est toi, ils te regardent et ils disent « ça va le faire ». Si tu ne fais pas confiance à ça, qu'est-ce que tu vas foutre là, quoi? C'est vraiment... J'ai une pitchoune comme ça qui s'était fait avoir. Elle avait 17 ans, 18 ans. Elle dit mais ça va pas. Mais elle a fait la fille de François-Xavier de Maison dans Le Disparu, la série qui était sur machin. Casting, un premier casting, ça le fait pas. Callback. Elle me dit oh puis en plus ils me font revenir. Bien avec un tempérament de chiotte. Elle tient bien de son père. Donc j'ai dit mais non ils sont pas maso. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de directrice et de directeur de casting maso. Il y en a qui sont pervers, il y en a qui sont bêtes, il y en a qui ne savent pas ce que c'est que des comédiens, curieusement, mais ils ne sont pas maso. Ils ne font pas venir quelqu'un qu'ils n'aiment pas. On ne va pas perdre 20 minutes à faire revenir quelqu'un qu'on ne supporte pas. Donc s'ils te font revenir, c'est qu'il y a une raison.
Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'ils ont vu, qui les intéresse, et ils te font revenir pour vérifier. C'est pareil. Donc un réalisateur qui choisit Dar Rahim, il sait ce qu'il fait. Hein. Il en a parlé avec les copains, ils en ont parlé, ils ont vu les photos, ils ont fait évidemment des comparaisons. Ouais, d'accord. Là, en ce moment, je suis sur un projet de long. J'ai une petite brune. En face, choisis Catherine Wilkening. Tu les mets toutes les deux côte à côte. C'est la mère et la fille. Mais avant d'arriver à ça, j'ai regardé, j'ai vérifié. Catherine, elle m'a dit, mais t'es sûr? Je lui ai mis les deux photos. Elle me dit, oh, j'ai pas d'enfant, mais si c'était ça pourrait être ma fille. Je dis, bah oui, je peux pas me gourer. Je peux pas me tromper. Maintenant, on va faire une lecture. Et on va voir si on est d'accord sur le texte. C'était hier après-midi. Ah. Ouais. Il me dit, tu fais quoi demain? Tu veux pas qu'on continue? Je dis non, demain je vais parler avec des gens passionnants, intéressants. Ça suffit maintenant. J'ai la dure initiative de devoir clore cette masterclass. Oui. Merci infiniment, on va t'applaudir. Tu peux pas chanter, nous sommes des fleurs jumelles. Non? Merci beaucoup, merci d'avoir été présent. Et si vous voulez continuer à discuter, on va essayer de boire et manger ce qui reste. Et voilà, on va se retrouver. Il n'y a plus de pizza. Merci infiniment à tout le monde. Merci à la MJC, merci à Carole, à Adrien, à tous les participants. Et si j'oublie quelqu'un, merci à tout le monde. Merci au Gaspard au caméraman, tous les techniciens. Je suis un peu fatigué, mais je vous remercie tous infiniment. J'ai passé une journée extraordinaire.